grand honneur et une très grande joie que de participer à ce double événement. En effet, j'inaugure ce cycle mensuel des conférences du courrier de Russie et venir parler de la Russie et de l'Ukraine dans les permanences et dans ses ruptures, ici à Moscou, c'est pour moi un très très grand honneur. Et je remercie tous ceux qui ont contribué à ma présence ici, de Tsar Voyage, et puis le courrier français, le courrier de Russie, bien évidemment. Alors, notre sujet est un sujet particulièrement délicat et difficile à vous présenter. Je sais, je suis allé cet après-midi à Dom Knigi, vous ployez sur des dizaines d'ouvrages qui traitent de la Russie et de l'Ukraine actuellement. Ça sort en cadence rapide. Très peu, du moins dans ceux que j'ai feuilletés, vont à l'essentiel. Alors, j'ai essayé de me donner cette gageure d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est évidemment les permanences. Il faut, pour comprendre les évolutions d'un État, il faut repartir à l'époque constitutive de ces États. Vous avez devant vous cette carte de la Kievskaya Rus, comme on l'appelle, la Russie dite de Kiev, qui est, je dirais, le point focal autour duquel va se constituer cet État des Russes, des Slaves de l'Est, au 9e, 10e, 11e siècle, jusqu'au 13e siècle, l'invasion des Mongols. Cet État-là a joué un rôle majeur dans la structuration de tout cet espace. Il a joué un rôle majeur en quoi? Cet État était peuplé à l'origine, dans ces régions du Nord, que vous voyez ici en mauve, par des tribus de type finno-ougrien. Dans le sud, il y avait les tribus scythes qui étaient là. Et cet apport finno-ougrien et cet apport scythe vont contribuer l'un et l'autre, les deux, à former ce nouvel État. Lorsque, à partir du 5e siècle de notre ère jusqu'au 9e siècle, se développe la grande migration des Slaves qui vont partir vers l'ouest, ce seront les Slaves de l'ouest, polonais, tchèques et autres, vers le sud, les Serbes et les Croates, et vers l'est, ce qu'on va appeler les Russes, la Rousse, qui va former cet État dans ces régions. Cet État, à l'origine, est un État tribal. Cet État va se constituer en unité quand? À partir de 862. En 862, il y a le fameux appel des habitants de cette région de Novgorod qui font appel à des personnages extérieurs, à des gens d'autres cultures, en l'occurrence des Scandinaves, les Variag, d'origine suédoise, pour venir leur apporter la paix, la justice et la prospérité. Et vient ainsi les premiers, je dirais la première dynastie de Russie, Rurik, Trouvor, Sineus, trois frères, plus Lieben, leur sœur, viennent et vont créer le mouvement qui va, partant de Novgorod, aller jusqu'à Kiev, bien sûr. J'insiste là-dessus, pourquoi? Eh bien, si vous allez aujourd'hui à Kiev, le long du Dniepr, vous allez voir un monument. Et ce monument, qu'est-ce qu'il représente? Il présente un énorme bateau scandinave sur lequel vous allez voir les trois frères et leurs sœurs qui sont fondateurs de cet État
la Kievskaya Rus. C'est très intéressant, car ça vous montre que à Kiev, eh bien, l'identité kievienne reconnaît par ce monument qui a été élevé il y a moins de 10 ans l'appartenance à cet État que vont créer les premiers Slaves. Cet État va se structurer. Il va se structurer un peu plus tard avec les princes Vladimir, 978-1025, puis avec Yaroslav le Grand, 1025-1027, jusqu'en 1054. L'époque de l'efflorescence de la Kievskaya Rus. Alors cet État-là, qu'est-ce qu'il a donné? Quels sont les éléments d'héritage qu'il a apportés à l'ensemble des populations qui sont ici? Il a apporté d'abord une unité géographique. Cet État a un axe, et cet axe, c'est bien sûr le Dniepr. Cette route des Varegs au grec, cette route qui met en contact deux espaces économiques majeurs, surtout à cette époque-là, l'espace baltique avec l'espace méditerranéen, qui sont reliés par cette voie commerciale qu'est, bien sûr, la route des Varegs au grec. Cette unité-là trouve une confirmation au Xe siècle, les célèbres traités de commerce qui, en 907, 911, 943, 973, vont unifier l'espace économique de cette entité dans son activité commerciale avec Constantinople. C'est tout à fait décisif. Vous avez là un État qui sert véritablement de pont entre le Nord et le Sud. Premier héritage. Deuxième héritage d'unité, qui est très important. La langue. Ces tribus slaves qui arrivent entre le 5e et le 9e siècle ont bien entendu une langue dont nous n'avons malheureusement gardé aucun élément conservé. Cette langue parlée, il va falloir l'expliciter. Il va falloir lui donner un support. Les traités de commerce dont je vous ai parlé sont conservés dans la Poviesvlimnirliet, la chronique des temps passés, en version donc slavone. Mais on sait que ce sont des textes grecs qui ont été traduits en slavon. Eh bien, cette langue, elle va apparaître. Elle va apparaître quand? Eh bien, et là j'en profite pour corriger une erreur historique qu'il faut absolument corriger. Le premier alphabet qui a été dévolu à retranscrire les sons des Slaves, c'est celui de Cyril et Méthode, bien sûr, dans les années 860-870. Mais cet alphabet qu'on appelle la glagolite, l'alphabet glagolitique, qui a connu un très grand développement, notamment chez les Slaves du Sud, les Bulgares, et puis les Serbes, et nous avons beaucoup de manuscrits en glagolite, n'a pratiquement pas touché la Russie. Il faut le dire. Et par contre, ce qui va être important, c'est à la cour bulgare, à Prespa, qu'un siècle plus tard, dans les années 960-970, Naum Dokhrid et son compagnon vont inventer l'alphabet cyrillique qu'ils ont appelé cyrillique en l'honneur de leur maître qui était Cyril et Méthode. Et c'est l'alphabet cyrillique qui, lui, va véritablement conquérir l'espace des Slaves de l'Est. C'est l'alphabet cyrillique dans lequel nous avons les manuscrits émanant de ces régions. Donc, arrêtons de mettre sur les statues ou sur les icônes qui représentent Cyril et Méthode l'alphabet cyrillique.
c'est l'alphabet glagolité, qui ne sont pas les mêmes. Et il y a de grandes différences. Donc, par conséquent, une unité linguistique. L'alphabet glagolite, l'alphabet cyrillique, est celui qui va donner sa matrice linguistique à la Kievskaya Rus, unité de langue. Troisième élément d'unification, eh bien, c'est bien sûr la foi. En 988-89, le prince russe Vladimir le Grand va opter, pour des raisons politiques, c'est vrai, pour le christianisme oriental. Mais quand je vous ai dit ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est beaucoup plus important et que beaucoup d'historiens marginalisent, c'est que par ce baptême, la Kievskaya Rus entre dans ce que l'on appelle l'oïkouménée byzantine. Et ça, c'est ça qui est important. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que la Russie de Vladimir, en recevant le baptême venant de Constantinople, s'insère dans un espace, on dirait dans le monde contemporain, géopolitique, qui est organisé autour de l'héritage grec, autour de la foi partagée, autour du respect du patriarche de Constantinople et du respect de l'empereur. Et vous voyez que c'est l'empereur de Constantinople. Et vous voyez que cet héritage est à ce point puissant dans cette région, que ce sont les seuls, les Russes, qui n'ont jamais usurpé le titre impérial, à la différence des Bulgares, à la différence des Serbes et des autres. Eux, ils sont toujours restés fidèles au titre de Kniaz, devenu Veliki Kniaz un peu plus tard, à l'époque des Mongols. Ils ont gardé le titre de prince, le titre d'archon que leur reconnaissait Byzance. Ceci est très important. Important en quoi? Important en ce que, par ce baptême, ils sont devenus les héritiers de Constantinople. Ils sont les héritiers de la culture grecque, ils sont les héritiers de la foi grecque qu'ils ont désormais à charge de maintenir et de développer. Et ça, il faut évidemment le savoir. Donc vous voyez des forces d'unité qui sont majeures. L'économie, le religieux et le politique. Le politique, bien sûr, avec l'apogée sous le règne de Yaroslav Moudry, Yaroslav le Sage, lorsque ce prince qui a porté sa dynastie, je dirais, à son sommet, eh bien ce prince-là devient, je dirais, celui que l'on observe de toute l'Europe. Il va marier ses fils et ses filles avec des rois occidentaux, qu'ils soient polonais, hongrois, français. Henri Ier de France va épouser Anna Yaroslavna, qui va se faire catholique et prendre comme nom. Vous voyez, une bonne question. Hein, mais je vais vous titiller de temps en temps comme ça. Agnès. Agnès. Et c'est elle qui sera d'ailleurs une femme tout à fait exceptionnelle, à un point tel qu'elle sera considérée comme par le pape Nicolas, qui lui envoie un texte absolument merveilleux en lui disant simplement qu'il est fier, voilà, de sa culture, de ce qu'elle a fait dans l'État de France. Donc vous voyez une femme extraordinaire qui, au demeurant, est la première femme en France, reine de France, qui a souscrit de son nom un diplôme royal. Donc on lui doit quand même quelque chose. De toutes ces régions, on est unis dans une seule structure. Alors, les éléments de rupture.
Maintenant, quand est-ce qu'elles vont apparaître, les éléments de rupture? Les éléments de rupture de cet espace qui va éclater, il va éclater à différentes époques. Premier, j'ai essayé, pour rester dans les temps, de vous les synthétiser. Premier élément de rupture, c'est bien sûr le terrible XIIIe siècle. Le terrible XIIIe siècle, pour cet espace, a été absolument épouvantable. Épouvantable en quoi? Eh bien alors, commençons par le début du XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, Constantinople est prise par la 4e croisade. Celle des Latins qui s'emparent de Constantinople et qui vont créer l'empire latin de Constantinople. Vous direz, mais alors, quelle est l'importance? Bien, regardez la carte. Quel est l'objectif des Latins? C'est pas de s'installer, de prendre l'Empire byzantin, ils n'en ont rien à faire. Ce qui les intéresse, il n'y a qu'une seule chose en 4e croisade qui les intéresse, c'est ça. S'ouvrir la mer Noire, qui avait toujours été fermée par les Byzantins. S'ouvrir la mer Noire. Et évidemment, dès que le verrou de Constantinople saute, qu'est-ce que vous avez qui s'installe? Les colonies génoises et vénitiennes au nord de la mer Noire. Ce qui veut dire que toute l'activité commerciale de la route de la soie va désormais transiter directement par Venise ou Gênes, faire la fortune des deux cités italiennes et rejeter vers le nord la Kirchkaya Rus dans son rôle nord-sud qui était le sien. Donc vous voyez un élément de rupture de l'espace économique. Et ça, c'est très important. Le deuxième choc, les deux autres chocs, ce sont des chocs, je dirais que vous connaissez, qui sont des chocs militaires. L'un vient de l'Est, et ce sont les Mongols. Alors, on regarde cette carte, on regardera les Mongols tout à l'heure, on a laissé ça. Les Mongols vont venir dans cette région, ils vont, vous le savez, passez-moi l'expression, rapidement détruire notamment la région de Vladimir, parce qu'ils ne se trompent pas, ils savent où est le potentiel de résistance, il n'est déjà plus à Kiev dans les années 1220-1230, le potentiel de résistance, il est là. Ils vont aller là, ils vont aller jusqu'ici, puis ils vont aller jusqu'au bord de la mer Adriatique, près de Venise, où ils vont faire boire leurs chevaux, il paraît qu'ils s'en souviennent encore des chevaux, l'eau de la mer Adriatique, ça doit être quelque chose, emmené par Batou, et le retour se fait par le sud, par Kiev, et le 6 décembre, vous le savez, 1240, puis ils s'emparent de Kiev. Donc vous voyez, 1230-1240, les Mongols détruisent la Rousse. Ils détruisent la Rousse. Mais ce n'est pas uniquement une destruction. On a trop longtemps parlé du Tatarskaya Iga comme la cause de toutes les calamités qui s'est abattue sur la Rousse. C'est pas vrai. Ils ont détruit Ryazan. Et le dit de la destruction de Ryazan est célèbre dans la littérature médiévale russe. Mais on oublie de préciser que 5 ans après la destruction de Ryazan par les Mongols, la Novi-Ryazan était la ville la plus riche de cet espace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que des destructions, mais il y a eu insertion de cet espace-là dans un espace géostratégique différent, qui est celui de l'espace oriental, de l'espace qui a comme capitale Karakorum, et c'est là que désormais les princes russes doivent aller requérir et surtout acheter leur Yarliki, leur charte de fondation. Donc vous voyez une brisure, et cette brisure est aggravée aux mêmes dates, 1240, de l'autre côté, lorsque les papes vont donner la Rousse à qui? Aux chevaliers teutoniques. Et ils vont s'emparer de Pskov, comme vous le savez, ils vont échouer
évidemment en 1242, devant au lac Peipus, avec Alexandre Nevski. Je vous renvoie au film d'Eisenstein qui est passé, qu'on peut trouver très facilement revoir. Donc vous voyez, ce XIIIe siècle est dramatique. Il est dramatique pour Larousse, et c'est des éléments de rupture. Éléments de rupture, insertion dans un autre espace. Sur la frontière occidentale, apparition d'États très hostiles au monde orthodoxe, ici, coupure complètement de la steppe dans ces régions. Alors, c'est très intéressant, pourquoi? Parce que c'est à cette époque-là qu'apparaît le mot Ukraina. Il apparaît pourquoi? Eh bien, il apparaît tout simplement que devant la poussée des Mongols et devant leur installation sur le territoire de la Kievskaya Rus, eh bien, les populations vont migrer. Et elles migrent en deux directions. Alors, elles vont migrer d'où? Eh bien, d'ici. Toutes ces régions ici, vous voyez là, vont être abandonnées. Les populations vont aller où? Dans le Zaliesier, vers le nord, dans ce qu'on appelle la Mésopotamie russe, entre l'Oka et la Volga, ils vont s'installer là, et d'ailleurs, transplanter les toponymes de la région de Kiev, comme Pereyaslav, ils vont les transporter là-bas. Donc vous avez une forte migration des populations vers le nord, et une autre forte population des populations vers l'ouest. Et ils s'en vont en Galicie-Volhynie. Et là, c'est intéressant, parce que Roman de Galicie, alors, Roman de Galicie va, lui, essayer de trouver un soutien. Et celui qui lui propose un soutien, c'est qui? C'est le pape. Le pape Nicolas propose à Roman de Galicie la couronne royale. Il la refuse. Il la refuse. Et il la refuse pourquoi? Parce qu'il refuse de renier son héritage de foi qui le rapproche des populations de ces régions. Roman de Galicie n'est pas devenu latin. Il est resté orthodoxe. Et vous voyez, c'est quand même assez intéressant que de le souligner. Alors, cette région ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. C'est une région vide qui est la terre de remonte et de paissance des troupeaux de cavaliers des Mongols. Donc une terre sur laquelle il n'y a pratiquement pas de pouvoir, il y a des chevaux qui se reproduisent et qui se nourrissent. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît un terme, Ukraina, une zone de marche, une zone de passage, en dehors des structures étatiques qui vont maintenant se déplacer, soit vers le nord, soit vers l'ouest. Donc vous voyez, le XIIIe siècle est un moment clé, parce qu'il isole la Kievskaya Rus de sa présence européenne telle qu'elle avait été à l'époque de Yaroslav Moudry. Il l'insère dans le monde des Mongols. Il isole la Rousse de Constantinople. Elle devient un Oulous de la Horde d'Or, comme on dit. Et donc, par conséquent, le nom même de la Russie va disparaître en Occident. Donc, vous voyez les problèmes. Alors, autre temps. Une autre grande étape de rupture et très importante pour ce territoire de l'Ukraïna, une autre grande étape est marquée par des dates. C'est du XIVe au XVIe siècle. Alors, généralement, les historiens, et j'ai lu un de mes collègues ukrainien, M. Lebedinsky, dans une interview qu'il a donnée, comme par hasard, il n'en parle pas. Ce n'est pas par méconnaissance qu'il n'en parle pas. C'est pour toute autre raison. Et vous allez voir pourquoi. Les deux dates en question, qui sont clés pour comprendre l'histoire actuelle de ce qui se passe
dans l'Ukraine, c'est l'union de Crévaux, d'une part, 14 avril 1385, qui a été, je dirais, renforcée par l'union de Lublin, qui, elle, a été scellée en 1569. Parmi vous, je suis sûr qu'il y a très peu de gens qui seraient capables de me dire ce qu'est l'union de Crévaux. Peut-être quelques-uns, certainement, même sûrement, mais pas tout le monde. Et l'union de Lublin, peut-être encore plus. Alors, qu'est-ce qui sont, en quoi c'est important? Eh bien, c'est important et même majeur. C'est qu'au XIVe siècle, sous le règne de Vytautas, ou de Vytauft, le grand-duc de Lituanie, de 1390 à 1405, se crée. Alors là, on va passer à d'autres cartes. Alors voilà, bon, ça c'est la conquête mongole, on peut passer. La suivante, non plus, encore. Voilà. Là, on arrive au, vous voyez, 14e, 15e siècle. Regardez bien. État russo-lituanien. Mais regardez jusqu'où ça va quasiment. Ici, donc, vous avez la mer Caspienne, vous avez un vaste État, qui comprend Kiev, qui comprend le Dniepr, qui comprend Smolensk. Tout ça est entré dans ce qu'on appelle l'État polono-lituanien de Vytauft au XIVe et XVIIe siècle. Alors, vous voyez que c'est très important. C'est important, pourquoi? Parce que l'union de Crévaux, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? L'union de Crévaux, c'est celle qui a permis je reprends pour ne pas abîmer son nom, qui a permis à Jagailo Algirdastis d'épouser Edwige, la reine de Pologne, et ce mariage a eu lieu en 1385, c'était la clé. Elle meurt en 1399, Jagailo Algirdastis se retrouve roi de Pologne sous le nom de Ladislas II Jagiellon. C'est le fondateur de la dynastie polonaise des Jagiellon. Et cette union de Crévaux, qu'est-ce qu'il avait comme obligation? Eh bien, l'union de Crévaux voulait en particulier, évidemment, l'adhésion à la foi catholique et romaine. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, une église catholique et romaine va s'installer dans cette région, puis, avec les Polonais, une exploitation de ces régions qui va être renforcée en 1569 par l'union de Lublin, qui crée ce que l'on appelle la Rzeczpospolita, c'est-à-dire l'État des deux nations, et la Pologne et la Lituanie. Or, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes là dans un espace géopolitique dont la foi est la foi catholique et romaine, et c'est là qu'apparaît une langue, la langue que l'on va appeler ruthène, ou ukrainienne si vous le voulez, et l'on va y développer une religion spécifique devant les tensions que cela va créer. Et cette religion spécifique, elle naît où? Elle naît au concile de Ferrare-Florence, dernier concile de tentative d'union des deux églises, la romaine et la grecque, en 1439. Eh bien, c'est l'origine de l'église uniate. Ça va être un échec, mais le signataire de l'accord de l'union n'était autre que le métropolite russe Isidore, qui va être chassé de Russie, revenir à Rome et fait cardinal, le premier cardinal de l'église uniate, dont l'épicentre est à Lviv, ou Lvov, ou Lemberg, au choix. C'est la même ville. Donc vous voyez que dans ces régions-là, toute la Galicie-Volhynie, voilà, Volinsk qui est ici, Minsk qui est ici, Lublin, Halič qui est là, toutes ces régions-là vont basculer, complètement basculer, dans l'orbite occidentale. Et cela va être encore aggravé
à une autre date, je respecte parce que j'ai dit, sinon il me frappera sauvagement. Ça va être aggravé en 1795. En 1795, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est le troisième partage de la Pologne. Alors ce qu'on oublie de dire, mais c'est un oubli, vous savez, les historiens parfois ont des oublis curieux, c'est qu'il y a eu deux partages précédents, 1771 et le dernier, 1795. La seule personne qui se soit opposée à la disparition de la Pologne, c'était qui? C'était Catherine II. Catherine II a écrit les manifestes, elle ne voulait pas la disparition de la Pologne. Mais devant les dents des Prusses, du roi de Prusse et l'empereur d'Autriche, elle a dit, de toute façon, on va se partager, et donc, on va partager à trois. Or, ce partage-là est évidemment un partage extrêmement important. Parce que, depuis 1795 jusqu'en 1918, ça fait quand même un certain temps, toutes ces régions, ici, vont entrer dans l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ils vont être, je dirais, germanisés, culturellement, artistiquement, intellectuellement, et ce, d'une façon d'autant plus forte qu'il ne faut pas oublier de dire que à Vienne, dans l'Empire austro-hongrois de Vienne, sa capitale, dans les années 1850-1880, c'est un formidable melting pot de tous les peuples slaves qui cherchent à définir un espace linguistique et politique. C'est là que va naître le serbo-croate, c'est là que va s'organiser la langue ukrainienne, se mettre en forme. Et donc, par conséquent, une force phénoménale qui va se mettre en place à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois. Et toutes ces régions-là sont des régions qui font partie de l'Autriche-Hongrie, jusqu'en 1918. Et je connais bien la ville de Lviv, pour y être allé plusieurs fois. Et bien, quand vous y êtes, vous n'êtes évidemment pas dans le monde slave. Les églises ont des clochers. Vous avez, à l'occidental, pas de Bulle, vous le sentez très bien que même l'université est née appartenant à un autre espace géopolitique. Et donc, par conséquent, il y a là véritablement un ferment d'irrédentisme très puissant. Or, ce ferment-là, eh bien, il a été aggravé, et j'en viens à l'époque contemporaine, je serai dans les temps, il sera aggravé par quoi? Bien, il sera aggravé par la guerre 14-18. Je ne parle pas des épisodes militaires, j'aurai l'occasion d'en reparler ailleurs. Mais je veux parler des traités de paix de 18. Car aujourd'hui, on nous dit comment vous respectez le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bon. Que les frontières sont intangibles. Ah bon? Ce sont deux principes juridiques contradictoires qui sont réglés par le politique. Mais rappelez-moi, si je me trompe, qui est-ce qui a apporté l'idée des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes? C'est d'abord la Révolution française, et politiquement, un certain Woodrow Wilson, le président des États-Unis, en 1918. Car l'objectif, c'était de faire éclater l'Empire d'Autriche-Hongrie. On n'a pas tous oublié l'histoire. Il faut donc savoir ce qui s'est passé. Le résultat pour les régions qui nous intéressent, les régions de Galicie, Volhynie aujourd'hui, est dramatique. Il est dramatique, pourquoi? Parce que, avec la révolution russe qui se déclenche à l'Est, avec Lénine, comme vous le savez, eh bien, la situation en Europe centrale est dramatique. La guerre ne s'est pas arrêtée en 1918. Bien évidemment que non. Elle a duré bien plus longtemps, jusqu'en 1920-1921. Et il y a eu là des forces de
destruction et des forces de grande violence, je voudrais vous rappeler un nom. Curieusement, il n'est pas réapparu dans la littérature qui parle de ces questions. Nestor Marno. Nestor Marno, 1889-1934. Un communiste libertaire, ça existe, c'est une catégorie spéciale. Communiste libertaire, mais fondateur de l'armée révolutionnaire ukrainienne. Il combat les Blancs de Dénikine jusqu'en 1921, et il combat aussi bien les Blancs de Dénikine que les Rouges, c'est-à-dire les communistes. Il est à part. C'est un personnage particulier, mais sa puissance dans ces régions est telle qu'il a fini par créer une armée. L'armée s'appelle la Baronovchina. Cette armée a compté jusqu'à plus de 50 000 hommes. 1920-1921. Inutile de vous dire les dégâts qui ont été dans ces régions. Pour combattre Dénikine, il s'est allié aux Rouges, mais les Rouges, en 1920, se retournent contre lui. Il a également combattu un autre Ukrainien, Petliura. Petliura a combattu et battu en 1921 par Petliura, justement. Eh bien, Marno part en exil et arrive à Paris en 1925. Il est, vous le savez, accusé d'antisémitisme par le journal français, d'ailleurs, l'Humanité, relayé par Joseph Kessel. Accusation qui aujourd'hui est loin d'être prouvée. Mais on voit le combat et le conflit. Mais j'insiste là-dessus pour que vous compreniez que ces régions qui aujourd'hui sont en évolution ont derrière elles un passé, on est 1920. C'est pas très loin. Un passé qui est majeur, qui n'a pas été nécessairement oublié. Le second personnage est Simon Petliura, qui lui est né à Poltava en 1879 et mort le 25 mai 1926, qui est une des figures les plus fortes du socialisme ukrainien du début du XXe siècle. Il étudia notamment à Lviv, mais aussi à Vienne, sous le pseudonyme de Stéphane Tagon, personnage important. Or, ce genre-là, Petliura a fondé un bataillon, le bataillon des Haïdamak de l'Ukraïna Slavoda, l'Ukraine libre, lequel joua un rôle essentiel contre les Rouges. C'est Petliura qui a aboli l'État croupion de l'Hetmanat de Skoropadsky le 14 décembre 1918, et je vous renvoie pour ces épisodes avec Petliura à la Garde Blanche, bien sûr, de Boulgakov, mais c'est lui, Petliura, qui devint le premier ataman de la République populaire d'Ukraine. Et le trident stylisé que vous voyez aujourd'hui arboré fièrement par les troupes de Kiev n'est rien d'autre que le trident de Petliura. C'est le trident de Petliura qui est repris. Le traité Petliura, le 21 avril 1920, Petliura conclut un accord avec qui? Avec Joseph Pilsudski. Joseph Pilsudski pour créer quoi? Une Ukraine indépendante. Le traité de Varsovie cédait à la Pologne, la Galicie et la Volhynie sur la frontière de la rivière Zbruch, cette fameuse petite rivière qui s'appelle frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Elle est célèbre pour les historiens, car c'est là qu'on a retrouvé l'idole de Zbruch avec le paganisme slave. C'est là, cette toute petite rivière. Alors, le résultat de tout ça, eh bien, ce fut un échec. Cette tentative de créer une Ukraine indépendante a échoué, et Petliura s'exile en 1920, après la proclamation de la République socialiste soviétique d'Ukraine, dont la capitale était Kharkov. Et donc, vous voyez déjà en germe ce que vous vivez par la télé aujourd'hui. C'est-à-dire, toute cette partie-là est alliée, plus ou moins, et même plus ou moins, avec, disons, les Occidentaux et les flancs politiques qui sont dominants à l'époque, et s'oppose à qui? À la partie qui va être conquise ou libérée, selon votre choix, par les soviétiques de l'autre côté.
Ce n'est pas un hasard si la capitale de l'Ukraine a été transférée de Kiev à Kharkov. Vous voyez? C'est de là que ça vient. Et donc, vous avez dans ce pays de l'Ukraine des éléments de rupture qui sont évidemment majeurs. Alors, bien sûr, tout ça est important. Eh bien, cette brisure de la Première Guerre mondiale, qui a laissé beaucoup de traces, s'accentue encore avec la Seconde Guerre mondiale, où là, un homme a joué un rôle majeur, Stepan Bandera. Stepan Bandera, qui est né en 1909 et qui a été assassiné, vous savez, en 1959 à Munich, est le fondateur de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, l'UPA, dont vous avez vu les résurgences récemment. Il a lutté, lui aussi, pour l'indépendance de l'Ukraine, mais contre la Pologne et l'Union soviétique. Mais pour faire face à la Pologne et à l'Union soviétique, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Ben, s'allier aux nazis. Alors, il s'allie aux nazis. Et cette alliance, eh bien, à un moment crucial, je tenais à vous le dire et à vous le lire, parce que vous ne le trouverez pas souvent, la première charte d'indépendance de l'Ukraine a été prononcée le 30 juin 1941 à Lvov, ou à Lviv, ou à Lemberg, c'est la même ville. Cette charte d'indépendance a été écrite par Stepan Bandera, et elle a été lue par Yaroslav Setko, un autre personnage extrêmement important pour comprendre cette histoire. Et qu'est-ce qui est dit l'article 3 de la déclaration d'indépendance de l'Ukraine? Je vous la lis. L'État ukrainien nouvellement formé travaillera en étroite collaboration avec le national-socialisme de la Grande Allemagne sous la direction de son chef Adolf Hitler, qui veut créer un nouvel ordre en Europe et dans le monde entier et aider les Ukrainiens à se libérer de l'occupation soviétique. C'est l'article 3 de la Constitution de l'Ukraine. Hein. L'armée révolutionnaire populaire ukrainienne qui a été formée sur les terres ukrainiennes veut continuer à se battre avec l'armée allemande alliée contre l'occupation moscovite pour un État souverain et uni et un nouvel ordre social. Donc vous voyez là, on voit encore la brisure de 1918, vous voyez, se réanimer, se réactiver en 1944-45, avec cette brisure en deux zones, une zone ouest libérée ou occupée, selon votre sentiment, par l'armée rouge, et une zone ouest qui va être formée des bataillons importants pour les nazis. Je vous rappelle quand même que la Schutzmannschaftenbataillon, eh bien, les plus nombreux ont été les Ukrainiens à s'insérer dans ces bataillons. Alors, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas négliger. Et il nous faut, nous, aujourd'hui, pour les comprendre, eh bien, il nous faut les intégrer. Stepan Bandera a été honoré, vous le savez, du titre de héros de l'Ukraine en 2010, en 2005, par le président Yushchenko. Titre qui lui a été retiré en 2010 par Yanukovych, à la demande de qui? Du monde du centre Simon Wiesenthal, qui, lui, évidemment, ne voulait pas entendre parler d'un héros de ce type. Alors, le rôle de Bandera et de Setko n'est pas encore bien défini. Pour Setko, c'est plus clair. Setko écrivait, je vous le cite, « Le marxisme est le produit de la pensée juive qui est mise en œuvre par le peuple moscovo-asiatique. » Ça vous donne une petite idée. Or, cet homme-là, eh bien, a été le fondateur en 1946 du bloc des nations anti-bolcheviques, dont il fut président jusqu'à sa mort, les années 60. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'un héritage lourd à partager. Alors l'Ukraine aujourd'hui, vous le voyez, l'Ukraine aujourd'hui, et ce que nous voyons, et le résultat de quoi, et ça sera ma conclusion, j'ai le droit à la minute, la conclusion, l'Ukraine aujourd'hui c'est quoi? Eh bien vous voyez les conséquences gravissimes de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que malheureusement, le peuple ukrainien n'a pas mis à profit les années 91 pour construire, pour élire
une vraie classe politique. Et ça, c'est un drame majeur.